Ces humains consacrent le plus clair de leur temps à de drôles d'échanges symboliques avec leurs contemporains, dans des lieux et des communautés parfois qualifiés de déserts culturels, où ces échanges jouent un rôle important, presque vital. Des lieux et des communautés où l'art ne peut être considéré comme un acte extérieur à la vie, séparé d'elle, ni comme un simple objet marchand. Ils et elles cherchent à renouer avec la fonction primordiale du geste artistique, à réinventer cet outil de la relation, là où sa nécessité saute aux yeux, là où il ne peut se contenter de n'être qu'une production de spectacle ou de marchandises un peu différentes des autres, un divertissement qui masque un instant la pauvreté des existences, car, comme le disait précisément Robert Filiou, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Nous allons essayer d'explorer ensemble leurs univers. Catherine Liebman, ce que vous faites me plonge dans un abîme de réflexion, mais presque réflexion au sens propre du mot, quoi, de reflet, et un peu comme la mise en abîme des miroirs. Parce que moi, je me suis fabriqué une petite pensée sur l'art depuis le temps, qui est, parce qu'on tourne toujours autour de cette notion qui est à la fois, pour certains, extrêmement valorisante, pour d'autres, fantaisiste, et pour tout le monde un peu flou, quand même, l'art. Et mon idée, c'est que c'est la réaction de l'être humain quand il a besoin d'inventer un langage qui n'est pas le langage commun, le langage habituel. Non pas que ce soit pas commun, mais partagé, mais qui puisse, un langage dans lequel il ne puisse pas y avoir les automatismes du langage qu'on utilise tous les jours. Et dans ce que vous faites, dans ce que j'ai vu de ce que vous faites, Catherine Liebman, alors j'aurais peut-être dire dans ce que j'ai vu de ce que tu fais, Catherine, je sais pas. Ça c'est le ton de l'émission, c'est à choisir. Ça c'est un parti pris. Eh ben, dans ce que j'ai vu de ce que tu fais, Catherine, je me dis, elle est en train d'inventer un langage, mais ce langage, il parle à quelle partie de l'être? Et en tout cas, c'est sûr que c'est pas strictement un vocabulaire, comment dirais-je, qui désigne avec une précision totale chaque élément qu'il pointe. Donc, ça n'est pas comme la langue que nous parlons maintenant, enfin qui essaye de... Le langage que vous utilisez, et d'ailleurs, je dis ça parce que je suis allé voir votre exposition à la papeterie de Vaud, où à la suite de l'exposition, je m'avais déjà plongé dans un vertige où j'avais l'impression d'entrer à l'intérieur des textures, de devenir minuscule et d'escalader des brins, de creuser à l'intérieur de la matière pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, de l'autre côté, etc. Ensuite, il y a un atelier. Cet atelier s'appelle écriture végétale. Qu'est-ce que ça nous dit? À qui ça s'adresse? À quelle partie de l'être ça s'adresse? Et comment est-ce qu'on peut être à la fois dans la culture et dans la nature, ou alors à l'intersection des deux? Parce que l'écriture végétale, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on est à l'intersection de la culture et de la nature. Ça veut dire surtout qu'on fait appel à... par les gestes, on rentre dans un processus de gestes répétitifs
autour d'un objectif d'écriture inspiré des écritures cunéiformes ou de calligraphie japonaise. L'idée, c'est de faire aussi appel à des mémoires enfouies et à travers de petites consignes très simples, de réécrire avec des végétaux qu'on choisit, soit pour imiter un signe, soit pour parler du sens du signe, parce qu'avec ces signes, il y a le sens qui est donné. Il y a, est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est le soleil? À travers ces petites consignes et ces repères que l'on a tous, qui correspondent tous à des images que l'on a ou des symboles que l'on connaît, on va pouvoir déployer un imaginaire dont on n'est pas forcément conscient, et donc qui fait appel aussi à des mémoires enfouies. Et ce qui est intéressant, c'est de décaler par ce geste répétitif un intellect et une petite machine qui dit sans arrêt des choses dans la tête, que ce soit les mains, en fait, par ce geste, qui prennent le relais et qui permettent d'accéder à une autre dimension de soi dont on n'est pas forcément conscient et qui est là, qui demande juste à émerger et qui fait partie de la richesse intime de chacun. Et alors, ce que vous dites me fait étonnamment penser à ce que disait un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, François Roustan, qui est un hypnothérapeute qui a une très très belle trajectoire, et qui expliquait que, en gros, son travail d'hypnothérapeute consistait à faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire aider les personnes à sortir du mécanisme habituel de leur pensée, de la hiérarchie qui est déjà installée, où chaque pensée tient une place précise, avec des choses qui sont obsessionnelles, d'autres qui sont de côté, etc. Puis de remettre tout en mouvement. Oui, échapper à la hiérarchie des valeurs, de ce que l'on considère intéressant ou pas intéressant, de ce que l'on considère sensible ou maladroit, de ce que l'on est juste se laisser porter à partir du geste vers des territoires dont on n'a pas forcément conscience, mais qui nous amènent aussi après à avoir des lectures peut-être plus ouvertes et plus décomplexées sur des propositions artistiques qui peuvent être faites. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme un travail sur le regard qui ensuite peut se transporter ailleurs? Oui, oui, parce que ça nous habite. On se rend compte finalement qu'on est habité par des choses qui ne sont pas forcément émergées et qui peuvent nous ouvrir des portes sur des domaines où, a priori, c'est des choses où on pourrait penser qu'on n'y a pas accès, qu'on n'a pas les codes, qu'on ne sait pas, qu'on est trop inculte pour ça, trop. Et tout d'un coup, là, on peut accéder à ces territoires qui vont peut-être faire un clin d'œil à des gestes qu'on a initiés au départ, hein, et du coup qui renvoient un écho et qui permettent d'y accéder plus tranquillement, sans hiérarchie de valeurs. Voilà, et ça m'intéresse à travers la matière, parce que moi je vais travailler à partir des matières communes, hein, des matières qu'on va trouver dans le quotidien, qui nous environnent, hein, qui ne sont pas forcément valorisées, et qui peuvent reprendre un autre type de place, un autre type d'importance pour soi, et on a le droit d'être attaché à quelque chose qui a priori ne vaut rien, mais le regard qu'on y porte et le geste qu'on va avoir avec ces matières qui ne valent rien, finalement vont nous enrichir et nous permettre d'aller un petit peu au-delà, et de sortir aussi de ces complexes et des jugements et des choses comme ça qui vont faire qu'on n'ose pas y aller. On pourrait dire que c'est, avant d'être une production d'objets, c'est une pratique. Oui. Une pratique, comment dirais-je, qui serait comme un mantra, quelque chose de dans le geste répétitif. On a si on n'est pas en train de bavarder avec son voisin, on va se retrouver embarqué dans quelque chose comme une rêverie, alors qu'on a quelque chose de technique à réaliser, pas très difficile, mais qui demande quand même de l'attention. Donc c'est comme un mantra qui va permettre comme ça, petit à petit, d'entamer un voyage qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'a pas calculé au départ, et qui devient une petite aventure. Donc la première chose qui crée ce chemin, c'est de l'attention portée. C'est le geste répétitif. Mais par exemple,
Le geste, non, ça c'est pour la pratique. Ouais. Mais par exemple pour les œuvres. Pour les œuvres, moi je vais m'attacher, je vais décider à un moment donné d'explorer plus une texture ou une matière particulière. Donc ça passe par une espèce de cuisine quand je vais faire mes pâtes à papier, les déliter, les broyer un peu mais pas trop, les laisser mijoter, attendre le bon moment pour les travailler. Et puis quand je commence à les travailler, j'ai souvent avec moi d'autres éléments que je vais vouloir insérer entre deux feuilles de papier ou à travers deux feuilles de papier. Et je vais me laisser aussi porter par une série comme ça que je vais commencer. Et à un moment donné, je vais mon attention et mon geste vont prendre le relais d'intentions peut-être que j'avais au départ, hein, qui étaient trop figées et qui vont m'emmener ailleurs. Et tout petit à petit, je vais découvrir des choses et je vais me faire des séances comme ça de 2 heures, 2 heures et demie. Et quand je suis à la fin de ma séance, je suis comme un danseur qui aurait cherché une phrase à exprimer dans l'espace et je suis épuisée. Voilà. Et donc, le lendemain, je recommence. Et le lendemain, je recommence. Et le lendemain, je recommence. Et encore, encore. Et ce qui est intéressant avec le papier, c'est qu'on n'a pas le résultat tout de suite. Donc, il faut attendre qu'il sèche. Il faut l'accompagner quand il sèche, parce que moi, je ne presse pas mes papiers pour garder la courbe et le volume des éléments que j'ai insérés entre deux feuilles de papier, qui sont comme mes écritures. Et donc, je suis obligée de les accompagner en fonction de la température, en fonction de l'hydrométrie, en fonction. Donc, je suis à ce moment-là à l'écoute de cette matière qui va pouvoir me donner le meilleur quand elle va être sèche et que je vais découvrir ma feuille de papier et qu'elle va m'intéresser. Par exemple, là, on regarde une image, donc qui est un papier qui a été réalisé à Couze lors d'une résidence de création. À Couze, c'est un ancien village papetier où on a beaucoup de moulins en ruine, hein, qui ne sont plus en activité. Il en reste 3 en activité. Et j'étais assez fascinée par ce paysage d'architecture qui se délite. Et donc, j'avais presque envie de reproduire des murs qui ont vécu ou qui ont été envahis par les herbes ou qui ont été voilà, et qui le temps après le relais sur l'histoire de ces murs, mais cette histoire ne peut pas se lire sans l'un ou l'autre. Et donc là, j'avais travaillé avec tous les gestes qui sont normalement interdits quand on fait du papier, c'est-à-dire jouer avec les mouvements de l'eau, quand on plonge son tamis dans la pâte à papier, on laisse écouler l'eau d'un côté, de l'autre, des 4 côtés, avant de coucher cette feuille de papier sur un support. Donc moi, je travaillais avec des vieux draps qui recevaient mes feuilles de papier. Ces vieux draps ont déjà un tissage en eux-mêmes irrégulier, puisque c'est des vieux draps qui ont été tissés à la main. Donc déjà, ces vieux draps vont imprégner ces papiers de leur rythme propre. Il y a ensuite le rythme du papier que j'ai choisi en travaillant avec des mouvements dans l'eau, et puis des accidents et des ouvertures. Mais j'ai toujours travaillé avec des choses au travers lesquelles on pouvait voir, hein. Donc j'ai toujours travaillé la transparence, j'ai toujours travaillé ces accidents avec ces espèces de fenêtres qui apparaissent et qui sont en fait aussi symboliques de nos vies et de nos parcours. Je discutais avec Laurence, qui a une formation de papetière, et vous l'avez rencontrée ou tu l'as rencontrée à cette occasion, puisqu'elle fabrique des pâtes à papier particulières en fonction des besoins, de tes besoins. Et elle me disait, je suis passé d'un univers à l'autre. Moi, j'étais dans un univers de travail très loin de l'art, où vraiment il s'agit de produire quelque chose pour un usage précis, mais qui est un usage de papier pour l'édition, par exemple, des choses comme ça, et pour les livres. Et tout d'un coup, mon imaginaire s'ouvre, je regarde la matière différemment, et je suis entraîné vers cet univers de l'art
auxquels malheureusement la plupart des fabricants de papier n'ont pas accès, c'est-à-dire qu'ils sont eux très très contraints par des obligations techniques qui font que leur imaginaire est complètement en berne pendant qu'ils travaillent. Donc on est à l'intersection de deux univers là. Oui, oui, mais c'est des passerelles. En même temps, le savoir de Laurence est indispensable pour avoir une matière intéressante de base. Voilà, parce qu'elle va la préparer avec tout son savoir, toute son expérience. Et puis après, oui, moi, je vais donner une autre dimension à cette matière ou mélanger même des pâtes à papier parce que l'une ne répond pas forcément à mes attentes ou à ce que j'imaginais qu'elle allait donner. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que c'est encore une fois un partenariat et à chaque fois que j'ai fait des essais, je les montrais à Laurence, je la consultais, je lui disais ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça retourne dans la bassine. Et c'était intéressant de voir son regard à elle et ce qui a attiré son attention, des choses que moi je ne lisais pas forcément dans ce que j'avais retenu. Je m'appelle Timéo. Timéo, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Une écriture végétale. Une écriture végétale. C'est-à-dire que tu mélanges culture et nature. Un peu. Et comment tu fais? Bah ici, je fais comme un bracelet, sauf qu'à la fin, j'enlève pas, je laisse. Après, je fais un motif sur feuille avec des produits de la nature, des feuilles, des bâtons. Et c'est une vraie écriture, c'est-à-dire que tu dis quelque chose, tu racontes quelque chose? Pas on peut, mais on peut créer des choses aussi. Donc c'est des formes artistiques. Un peu. Et d'où ça vient cette technique? Je sais pas trop, mais ça détend bien en tout cas.